New York, 1843. L'explorateur John Loy Stevens publie un ouvrage sur ses découvertes dans le Yucatan. Aventure de voyage en pays maya. Le livre comporte 120 illustrations de ruines réalisées sur place par son ami Frederick Catherwood. Le succès est immense et le public se passionne pour cette civilisation disparue. Stevens s'interroge sur les causes de l'effondrement maya qui aurait eu lieu au IXe siècle et tente d'en percer les causes. Depuis, de nombreuses théories ont tenté d'apporter des explications. Mais les fouilles archéologiques ont nuancé cet effondrement, qui n'a eu lieu que dans une région très précise, les Basses-Terres méridionales, et ne concerne qu'une partie des Mayas. L'abandon des cités s'étend sur des dizaines d'années et s'expliquerait par des causes plurifactorielles complexes, mêlant épisodes de sécheresse, surexploitation des terres, guerres et révolte des populations. Les cas d'effondrement de civilisations aussi rapides se retrouvent dans l'histoire, mais la plus impressionnante concerne sans doute la fin de l'âge du bronze en Méditerranée et au Proche-Orient, entre 1200 et 1150 avant Jésus-Christ. En quelques années, des empires et des royaumes puissants s'effondrent de manière brutale. Des cités, portant des traces de destruction, sont abandonnées. D'autres s'adaptent, et de nouvelles populations s'installent sur les territoires. Le mystère qui entoure les événements de cette période agite encore aujourd'hui un grand nombre d'historiens, et invite à la réflexion sur la mortalité des civilisations. Revenons sur l'effondrement de l'âge du bronze, et essayons d'en cerner les possibles causes. Au début de notre histoire, le travail des matières premières a changé le monde. La pierre et le cuivre, puis avec le développement de la métallurgie, les alliages ont mené au bronze, puis une plus grande maîtrise des températures, au travail du fer. Combinés au bois, de nouveaux outils, armes et ornements furent conçus. La période de l'âge du bronze s'étend sur environ 2000 ans, de moins 3000 à moins 1000, mais connaît de fortes disparités en fonction des zones géographiques. Le métal qui donne son nom à cette période, le bronze, est un alliage de cuivre et d'étain qui nécessite une grande maîtrise du feu. Extraire le métal du minerai se réalise à plus de 1000 degrés Celsius. Les expériences dans les fours de potier et le travail métallurgique du cuivre dans la période précédente, l'âge du cuivre ou chalcolithique, ont permis d'atteindre ce niveau de maîtrise des températures. Le bronze rend plus robustes les outils, les armes et les armures, et permet de fabriquer statues ou ornements. Au tournant du 2e et du 1er millénaire, dans le sillage de l'invention de l'écriture et de l'apparition des premières grandes cités, des peuples se structurent en États dans des sociétés hiérarchisées. De grandes civilisations apparaissent le long de fleuves nourriciers, en Égypte, en Mésopotamie ou dans la vallée de l'Indus. La grande caractéristique de l'âge du bronze provient du fait que les métaux ne sont pas extraits localement, mais sont importés afin d'être travaillés puis revendus. Il est donc nécessaire de nouer des relations commerciales avec d'autres peuples, parfois lointains. Un vaste réseau économique se développe. Entre moins 1250 et moins 1180, période qui précède le grand effondrement, les grandes puissances du monde méditerranéen oriental sont interconnectées et souvent interdépendantes. Explorons ce monde ancien en partant d'Ougarit, royaume vassal des Hittites, dont la position centrale, au carrefour de plusieurs grandes puissances, lui assure une place privilégiée, à la fois dans le commerce maritime et terrestre. Les fouilles archéologiques ont mis au jour de nombreuses statues en bronze et un nombre impressionnant de tablettes en cunéiforme, nous renseignant sur les liens diplomatiques et commerciaux entretenus. C'est ainsi que le cuivre est importé depuis Alachia, royaume situé sur l'île de Chypre, qui dispose d'importantes ressources naturelles en cuivre. Ce royaume, encore largement méconnu aujourd'hui, jouit d'une grande influence sur un grand empire, l'Égypte, avec qui est échangé le précieux cuivre contre de l'argent et de l'ivoire. La position du royaume d'Alachia en fait un point de passage essentiel du commerce méditerranéen, un intermédiaire pour les peuples plus à l'ouest, comme en Grèce ou en Crète, où la civilisation mycénienne vit un âge d'or. Les Mycéniens, assimilés aux Achéens venus du nord, s'emparent de la Grèce continentale au début du 2e millénaire. Ils supplantent ensuite les Minoens en Crète, civilisation florissante, caractérisée par ses palais grandioses et sa maîtrise des mers. Les Mycéniens, nommés à l'époque Aïawa, s'imposent donc sur le monde égéen, jusque sur les côtes anatoliennes. Ils reprennent le savoir-faire minoen. Leurs palais sont grandioses. Les céramiques mycéniennes, ainsi que du vin, de l'huile et du textile, s'exportent dans tout le bassin méditerranéen, tandis que des matières premières sont importées d'Égypte, mais aussi du Proche-Orient, en transitant par Chypre, qui sert d'intermédiaire aux échanges. Le cuivre était donc importé de Chypre, mais également de Sardaigne, tandis que l'étain provenait de bien plus loin, des îles britanniques ou même d'Afghanistan. La proximité géographique de Mycène en fait un partenaire privilégié du grand empire égyptien, qui vit une période prospère, le Nouvel Empire.
Sous Ramsès II, puis Merenptah, des constructions monumentales sont entreprises. L'or égyptien, provenant des mines de Nubie, pousse les autres puissances à nouer des relations avec les pharaons. Même s'ils disposent de ressources de cuivre au nord de la Nubie et dans le Sinaï, les Égyptiens n'hésitent pas à importer du métal supplémentaire d'Al-Ashia. L'étain, présent le long de la mer Rouge, n'était pas en quantité suffisante pour l'Empire et était importé en transitant par Chypre. Après la bataille de Kadesh opposant Ramsès II aux troupes hittites, concernant le contrôle de l'Amurru, les relations internationales s'apaisent et les échanges s'intensifient. Les cités-États et les petits royaumes du Levant sont partagés entre les deux grands empires, soit des Égyptiens au sud, soit des Hittites au nord. Civilisation guerrière, l'Empire hittite occupe une grande partie de l'Anatolie et a réussi à s'imposer sur un vaste territoire, notamment par des guerres contre le royaume voisin de Mitanni, qui disparaît vers moins 1300, pris en tenaille entre le Hatti et un empire émergent, la Syrie. En attaquant le Mitanni, l'objectif des souverains hittites est de sécuriser les sources d'approvisionnement de l'étain venant des lames, tandis que le cuivre, le fer et l'argent se trouvaient à l'état naturel sur ces terres. Mais la Syrie leur bloque la route commerciale de l'étain et devient la grande menace pour les Hittites. Le Hatti, autre nom donné à l'Empire hittite, s'approvisionne donc en étain à Al-Ashia, tandis que les produits de luxe ou des matières premières affluent de Grèce ou d'Égypte. L'émergence de l'Empire assyrien s'est effectuée grâce à une puissante armée, conjuguant cavalerie, infanterie, chars de guerre et machines de siège. Leur technique de guerre, marquée par des attaques surprises, et leur pratique de la terreur sur les territoires soumis, leur assure la domination totale sur une grande partie de la Mésopotamie. À l'aune du grand effondrement, Babylone vit sous la dynastie cassite depuis 400 ans. Le royaume est en guerre constante contre les Assyriens, mais aussi les Élamites, grands pourvoyeurs de cuivre et d'étain. Malgré les conflits, les échanges continuent. Les produits échangés transitent tous par Assur ou Ninive, où les Assyriens imposent un tribut aux échanges commerciaux, qui sont réservés à une élite marchande proche du pouvoir. Des matières premières introuvables sur le territoire sont apportées du Levant, comme le cèdre du Liban, mais aussi d'Égypte, comme l'or ou l'ivoire. Certaines cités sont donc au carrefour de tous les échanges, et forment des places commerciales importantes. À travers ces quelques exemples, on peut observer que tous les acteurs régionaux sont donc liés entre eux, interconnectés par la guerre, le commerce et la diplomatie. Entre moins 1250 et moins 1200, l'équilibre de ce monde globalisé connaît ses premières crises. Les Mycéniens érigent de nombreuses fortifications autour de leur cité, preuve d'une insécurité croissante dans la région. La Méditerranée est alors sillonnée par de nombreux pirates, mais cela n'explique pas ce besoin soudain de protection. Il en est de même à Chypre, où le royaume d'Al-Ashia érige des fortifications. On sait, par des tablettes retrouvées à Toussa, que les Hittites ont attaqué par 2 fois Chypre durant cette période. Volonté expansionniste ou besoin de protéger un axe commercial important ? Impossible de savoir, mais l'empire hittite est alors en plein déclin et connaît une période de famine. En vertu du traité de paix signé avec l'Égypte, le pharaon envoie des cargaisons de blé pour soutenir son allié. La situation du nouvel empire, très documentée, nous apprend que le règne de Merenptah est marqué par une tentative d'invasion des Libyens, qui se sont associés à d'autres peuples. Les Chardanes, les Loukas, les Shekelesh, les Akwesh, les Teresh, mais également les Achéens, regroupés sous l'appellation générique de « peuple de la mer ». Merenptah parvient à les repousser lors d'une bataille sanglante en moins 1207. Mais 30 ans plus tard, ces peuples reviennent, et la destruction qui les accompagne signera la fin d'une époque. Dans les années moins 1190, moins 1180, et en à peine quelques années, des royaumes centenaires s'effondrent définitivement et ne se relèveront jamais. Ces destructions brutales et violentes sont marquées par des incendies et l'effondrement des remparts. Des échanges diplomatiques retrouvés au nord de la Syrie évoquent des hordes sauvages attaquant les côtes par vagues. Ce schéma se répète dans de nombreux endroits. Ougarit et Sumer, capitale de l'Amurru, sont rayés de la carte. Dans la région de Canaan, Ramsès III défend énergiquement ses territoires. Il bat les peuples de la mer à Djaï, puis lors d'une grande bataille navale dans le delta du Nil. Mais il ne peut contenir à long terme les vagues d'invasion. Les royaumes vassaux orientaux sont perdus. Byblos, Megiddo, Lachish ou Gaza s'effondrent. À l'ouest du Nouvel Empire,
les Libyens parviennent à s'implanter définitivement. À la mort de Ramsès III, l'Égypte est ruinée par ces guerres incessantes. En Anatolie, le cas d'Atoussa, la capitale hittite, interroge. Les bâtiments publics ont été détruits et incendiés, mais pas les habitations. Peu de destructions sont constatées dans les terres anatoliennes plus à l'est, mais l'abandon des grandes cités marque la fin de l'empire hittite. Les Gascas, venant du nord de l'Anatolie, auraient déferlé sur l'empire, profitant de son affaiblissement. À l'ouest, la célèbre cité de Troie est incendiée. Babylone, quant à elle, subit les attaques des Élamites, dirigés par des rois guerriers qui souhaitent étendre leur territoire. La dynastie casside s'effondre en 1150. Les destructions les plus intrigantes concernent les Mycéniens. À Mycène, des traces d'incendie sur des bâtiments publics ont été découvertes. Mais ils n'auraient pas tous éclaté en même temps. Aucune preuve d'invasion n'a été trouvée, et la cité semble avoir été délaissée, tout en gardant encore quelques habitants. Thèbes a connu un destin similaire, avant de recouvrer sa splendeur à l'époque classique. D'autres cités mycéniennes ont quant à elles subi des destructions violentes, comme Pylos ou Tyrinthe, qui portent les stigmates d'une catastrophe naturelle, en l'occurrence un tremblement de terre. Enfin, la situation à Chypre paraît plus complexe. Des traces de destruction ont été retrouvées à Ankomie ou Kition, et les cités chypriotes ne s'effondrent pas. Un vaste changement politique et social est constaté. La culture mycénienne se mêle à la culture chypriote, dans un phénomène d'hybridation qui a créé une nouvelle identité. Tous ces événements se produisent en à peine 20 ans, et les causes de cet effondrement inédit restent encore à déterminer. Un fait est établi avec certitude. Le monde égéen et le Proche-Orient ont été frappés pendant près de 50 ans par des tremblements de terre. Le déplacement d'une faille a entraîné ce que l'on nomme une tempête sismique, des séismes à répétition. Les traces se décèlent grâce aux fissures caractéristiques présentes sur les édifices, mais aussi grâce aux squelettes retrouvés, écrasés par des pierres ou ensevelis sous des maisons. L'endommagement des cités n'implique pas leur destruction définitive. Ainsi, Ougarit aurait continué ses activités commerciales après le séisme qui l'a frappé. À ces tremblements de terre s'ajoute un épisode majeur de bouleversement climatique, une longue vague de sécheresse. Les conséquences sont nombreuses, la production agricole s'effondre et la famine s'installe. Des tensions sociales et des révoltes contre les pouvoirs en place, très centralisés, éclatent. Certains empires, comme l'Égypte, peut-être plus habitués aux conditions arides, surmontent mieux ces épisodes de sécheresse, ce qui explique l'envoi de surplus aux Hittites, alors en grande difficulté. Cette nécessité d'importer des matières premières a pu être mise à mal temporairement par les catastrophes naturelles, mais bien plus grave, empêchée, sur des périodes plus longues, par les pirates qui sillonnent la Méditerranée, qui en coupant les axes d'échange, ont pu totalement déstabiliser les royaumes. Ce niveau de dépendance aux matières premières explique sans doute les invasions hittites de Chypre par la nécessaire sécurisation des voies commerciales. Cette insécurité croissante se retrouve dans l'explication, qui fut la plus communément admise pendant des années concernant l'effondrement, l'invasion des peuples de la mer. Précision importante, malgré le nom qu'il aurait donné, ils se déplacent aussi bien par voie maritime que terrestre. Plusieurs questions se posent alors. D'où viennent-ils et pourquoi ont-ils migré ? Sont-ils responsables des destructions ? Aucun consensus n'est établi à leur sujet, mais des traces archéologiques permettent de suivre un chemin venant du nord de la Grèce, descendant en Crète ou passant par l'Anatolie, puis déferlant sur les côtes égyptiennes et du Levant. Pendant longtemps, les Dorians, peuple venu du nord de la Grèce, furent accusés de l'effondrement des Mycéniens, mais rien n'est venu corroborer cette hypothèse, tout comme une origine ouest-anatolienne, parfois avancée. Les Égyptiens mentionnent la présence des Achéens, signifiant bien que des Grecs font partie de ces peuples. En s'appuyant sur une extrapolation linguistique et phonétique, des chercheurs ont tenté de retrouver leurs origines. Les Chardales viendraient de Sardaigne, les Shekelesh de Sicile, les Aquesh seraient les Achéens, les Loukas, les Lyciens d'Anatolie, et les Pélésètes viendraient de Palestine. Mais pour ces derniers, le nom correspondrait plutôt au lieu d'implantation, et non au lieu de départ, ce qui rend cette théorie assez bancale. Une inscription égyptienne situe plutôt l'origine des Pélestes en Crète par exemple. Le mystère des origines des peuples de la mer reste donc entier. Les raisons de leur mouvement sont tout aussi obscures. Appât du gain par le pillage, fuite face à d'autres envahisseurs, situation économique et sociale désespérée, poussant vers de nouvelles terres. Une fois de plus, impossible d'apporter une réponse définitive. Ces peuples de la mer ne constituent pas un tout homogène, ce qui explique les différences existantes dans les destructions observées en fonction des cités.
Certains sont effectivement assimilés à des bandes de pirates, d'autres à des populations paysannes, voyageant avec femmes et enfants, afin de s'établir sur de nouvelles terres. D'un point de vue chronologique, les implantations n'ont pas lieu tout en même temps. Parfois, l'invasion provoque la chute de la cité et son abandon par les populations. Ce sont les sites qui présentent des traces de combat. Dans d'autres cas, les sites sont déjà abandonnés, et les nouveaux peuples s'installent dans la région de manière non violente. Cela explique la destruction des bâtiments publics, qui ont pu avoir lieu avant, à cause de révoltes, et la conservation de certaines habitations. Dans ces cas, un déclin précède l'invasion. Enfin, une autre question se pose. Au-delà de la possible supériorité numérique des peuples de la mer, n'y a-t-il pas une supériorité technologique ou militaire, leur permettant la victoire sur ces grands royaumes? Certains historiens avancent l'idée d'une utilisation de javelots et d'épées longues, particulièrement efficaces contre les chars de guerre. D'autres, que la technique de forgeage du bronze était mieux maîtrisée chez ces peuples, rendant les armes plus résistantes et donc plus efficaces. Enfin, un autre argument expliquant ce grand effondrement concerne les structures sociales des sociétés. Ces royaumes sont très centralisés et gèrent tous les aspects de la vie, administratifs, judiciaires et militaires évidemment, mais aussi économiques, en contrôlant les réseaux d'échanges commerciaux. L'accroissement démographique, provoquant une surpopulation, tend à rendre plus difficile la gestion des ressources. Une série de catastrophes, séismes, sécheresses ou famines, combinées aux difficultés d'approvisionnement, liées à la rupture des interconnexions et aux possibles menaces extérieures, peuvent alors totalement déstabiliser la structure du pouvoir. Un effet domino se serait produit, conduisant à des révoltes ou à un remplacement des élites. Cet effondrement systémique est plus que probable. La faillite d'un élément, une seule route commerciale par exemple, provoque la faillite de toutes les autres. La dernière hypothèse est nommée théorie de la complexité. Le nombre d'acteurs, de causes et d'interactions en jeu augmente les risques d'instabilité et le niveau d'interdépendance multiplie ses effets. Comme l'explique l'historien américain Joseph Tanter, les civilisations atteignant un certain degré de complexité ne peuvent que décliner, car les efforts pour maintenir la stabilité entraînent de nouveaux degrés de complexité, qui deviennent ingérables. Après l'effondrement, une phase de transition, qui s'étend sur un demi-siècle, voit l'émergence de nouveaux royaumes sur les ruines des anciens États. Pourtant, une continuité existe. Des États syro-hittites apparaissent au sud de l'Anatolie, héritage direct de l'Empire. La population de Chypre se mêle aux Grecs continentaux et aux Crétois, fraîchement arrivés. Au Levant, une cohabitation entre anciens et nouveaux peuples se fait, créant une nouvelle identité. Les Pélécètes seront nommés les Philistins, donnant au passage le nom à cette région, la Palestine. Les cités-États se tournent vers le commerce maritime, sur des sites déjà existants, Byblos, Sidon et Tyr notamment, et donneront naissance à la Phénicie. Les premières populations hébreuses s'installent dans la région de Canaan. En Anatolie, les Phrygiens, venus de Thrace, profitent de l'effondrement de l'Empire hittite et créent un nouveau royaume. En Égypte, les Libyens sont peu à peu incorporés aux troupes du pharaon, mais des tribus continuent à piller les routes commerciales. Le nouvel empire s'enfonce dans une crise économique et politique qui provoquera sa chute un siècle plus tard. Des tribus semi-nomades, les Araméens, fondent de nombreux États et profitent de la déstabilisation des routes commerciales pour étendre leur sphère d'influence en Assyrie et au nord de Babylone. La civilisation mycénienne décline inexorablement après ces événements, avant de totalement disparaître. La Grèce se fragmente en plusieurs entités et entre dans la période dite des siècles obscurs. Le traumatisme de cet effondrement peut être décelé dans le récit homérique de l'Iliade et de l'Odyssée, relatant la guerre de Troie, composée 5 siècles plus tard, sans doute inspiré et mythifié par un épisode mineur de cette période, l'invasion mycénienne de la Troie historique. C'est donc une recomposition globale qui s'opère, et se couple alors au travail d'un métal qui demande un plus haut niveau de maîtrise des températures, et qui donnera son nom à la prochaine grande période historique, l'âge du fer.